Alors, je découvre cet article, j'ai vu passer sur Twitter l'info, et puis je l'ai oublié, comme souvent. Et il y a un truc curieux qui se passe. Il y a des librairies qui marchent très très bien, des librairies de quartier où tu vas aller quand tu veux un bouquin et que tu n'as pas envie de faire marcher Amazon, parce que tu peux le faire aussi, tu peux très bien commander ton livre sur Amazon et le recevoir directement par la poste, ou par DHL, ou par je ne sais qui. Mais tu peux également aller faire travailler tes contemporains, les gens qui sont près de chez toi. Et si tu regardes bien, tu dois avoir une petite librairie. Et là, c'est une petite librairie, il semblerait parisienne, qui avait son public, hommes et femmes, qui étaient intéressés par les belles lettres, par le plaisir fin et délicat de toucher des feuilles de papier. Et patatras, cette librairie devient une librairie féministe et curieusement, les propriétaires ou la propriétaire de la librairie se plaint que son chiffre d'affaires fout le camp et qu'elle est à deux doigts de devoir fermer boutique. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Est-ce que ça ne serait pas le machisme ambiant de notre société qui en serait responsable? Il semblerait que ça soit le cas. Quelle autre explication on pourrait donner? Moi, je sais pas, mais ça me semble évident. C'est un article de Télérama. On ne peut pas être engagé et gagner de l'argent. Ah, si pourtant, il y a plein d'associations, plein de gens qui font des fortunes dans l'associatif. C'est un truc de malade. La difficile survie des petites librairies féministes. Alors, certains esprits chagrins poseraient cette question. Les femmes, ça lit? Bon, là, tout de suite, levée de bouclier, ça va sans dire. Concurrence des établissements généralistes, lectorat au budget serré, équilibre financier fragile, malgré l'explosion de la littérature féministe, les librairies militantes nées après MeToo boivent la tasse. Alors, moi je pense que faire une étude de marché aurait été un préambule intéressant. Je dis ça, je dis rien. Mais je pense que, effectivement, la population féminine dans notre nation est à peu près de 51 ou 52%, je crois. Par contre, sur ce pourcentage de la population, le nombre de personnes de sexe féminin, donc après on va être large, hein, sexe féminin, naissance, regenrage, etc. On inclut tout. Donc dans ce pourcentage, quel est le pourcentage qui s'intéresse déjà à la littérature? Ça élimine quand même pas mal de monde. Et après à la littérature féministe. En fait, il faut comprendre ce que c'est la littérature féministe. C'est la littérature que si le bouquin il avait des dessous de bras, il y aurait du poil. Vous voyez, c'est ça la littérature féministe. Hein. Bon, alors on voit a priori les deux patronnes de cette librairie, Juliette Debrix et Annabelle Chauvet, co-gérantes de la librairie Un livre et une tasse de thé à Paris. Donc a priori c'est une librairie où on peut choisir un bouquin et une tasse de thé et boire une tasse de thé. Bon après je sais pas, moi je dis si ils proposent une tasse de thé, c'est que les gens vont avoir plutôt tendance à lire sur place le bouquin. Et je pense que le chiffre d'affaires des librairies est lié aux achats des clients. Là aussi, je ne sais pas si offrir une tasse de thé, un siège confortable, éventuellement même le Wi-Fi, ça soit une bonne idée pour son CA. Mais bon, après, je sais pas, ils devraient plutôt proposer un droit d'entrée dans leur espace où ils feraient salon de thé, bibliothèque, éventuellement, voilà. Mais je suis pas sûr que librairie, ça soit une bonne idée. Mais bon, on va lire, on va essayer de comprendre parce que on est bête, on est un homme, on connaît pas tout ça. Alors, oui, il faut quand même compter les cucks. Ouais, mais là, je suis pas certain que c'est là où ils vont traîner. Hein.
Bon. Entre les murs verts d'eau, les mines sont grises. Juliette Debrix et Annabelle Chauvet, co-gérantes de la librairie féministe et queer. Ah, c'est féministe et queer. Alors là, c'est encore plus spécifique. Parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Féministe queer, ça veut dire LGBTQ+, machin bidule. Donc, il semblerait des femmes qui ne vont pas se reconnaître là-dedans. Donc, en fait, des femmes féministes. Et là, on parle pas de néo-féministes hyper orientés LGBTQ+, machin, etc., etc. Non, non. Parce qu'il y a quand même un nouveau phénomène depuis quelque temps, c'est l'occultation de la femme, hein, avec de la femme de substitution. C'est ce qu'on appelle dans le milieu interlope les femmes à zizi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin de vous faire un dessin, mais en tout cas. Co-gérants de la librairie féministe et queer parisienne Un livre et une tasse de thé sollicitent leur communauté numérique pour un soutien participatif. Donc, il faut cracher au bassinet. Alors, je comprends pas. Ils sont dans le monde réel et il faudrait les aider dans le monde, dans le monde virtuel pour que leur univers réel existe. C'est bizarre quand même mais bon. Sur Instagram, un message sobre, plaqué sur un fond pâle, annonce l'enjeu. Sauvez! Nous sauvons notre librairie! Le poste dévoile 80 000 € de dette à éponger en 6 semaines pour colmater le trou. Bah, moi, je suis peut-être un méchant, mais je dis, mets la clé sous la porte, hein. Nous sommes à l'équilibre, mais nous avons ouvert avec un gros déficit. Impossible à rattraper puisque nous ne faisons pas de bénéfices. Ah bah, ouais, mais bon, vous êtes déjà 2 à manger dessus, parce que bon, ils sont 2. Déjà, c'est un de trop. Faudrait peut-être qu'il y en ait un qui aille bosser, je sais pas, peut-être aller faire des ménages, faire du Uber, de la livraison Uber Eats aussi, pour mettre un petit peu d'argent dans la caisse. Nous sommes à l'équilibre, mais nous avons ouvert avec un gros déficit. Impossible à rattraper puisque nous ne faisons pas de bénéfices, explique Annabelle Chauvet, le nez sur le tableur chiffré de son ordinateur. Si nous n'obtenons pas la somme d'ici à cet été, nous n'aurons pas d'autre choix que de fermer. La tristesse. Je ne doute pas un seul instant qu'un mouvement s'est organisé. Et puis, que des gens ont donné les 80 000 boules qu'il faut pour sauver cette librairie. Bien sûr, je suppose que ce sont tous des contributeurs qui seront du quartier, ça va sans dire. Les gérantes jonglent avec les factures des fournisseurs qu'elles peinent à régler. Les retards ne pardonnent pas. À cause des impayés, les rayons ne sont pas renouvelés. Or, les nouveautés littéraires sortent au pas de course et les librairies endettées se heurtent à la concurrence. Bah, tu m'étonnes. Si quelqu'un vient te voir et dit « Ah, j'aimerais bien le dernier Al-Sham Substang, cette féministe groenlandaise qui a fait un essai très intéressant sur la pertinence d'avoir des poils sous les bras pour survivre à un holocauste nucléaire. » Effectivement, un ouvrage digne de ce nom, mais n'ayant plus crédit auprès des grossistes, il se retrouve à devoir aller chez Auchan pour l'acheter dans les rayons budget. Et ça fait mauvais genre. Enfant de MeToo, à l'image de la librairie A soit E, donc en langage bizarre, ou Majo à Paris, un livre et une tasse de thé est une enfant du post-MeToo, qui s'est pris des sacrés coups de chevrotine ces derniers mois et années. Juliette Debrix et Annabelle Chauvet sont de celles qui rêvent d'un espace militant et safe, comme dans les métros de la RATP à Paris, hein. Ils font dans les grandes stations des endroits safe où les femmes vont pouvoir venir se cacher en attendant que leurs agresseurs potentiels ou leurs agresseurs tout court foutent le camp. J'ai pas entendu parler... Bon, c'est un autre sujet. Allez regarder la vidéo. Et défendent avec poigne la parole des femmes et des minorités de genre. Là aussi, le mélange des genres. En fait, si tu vas voir du public, vise soit les LGBTQ machin bidule chouette, soit
les féministes, là, en fait, tu vises une niche vraiment hyper pas large et en plus qui a tendance à se réduire puisque une partie non négligeable des féministes en ont ras le cul d'être complètement occultés par des mecs, ou plutôt, excusez-moi, des femmes à zigounettes. Les deux fondatrices se sont rencontrées autour de leur précédent job, surveillante scolaire. Ah bah tiens. Ah, elle bossait pas au Péreux, vous savez, au Péreux, je sais pas, bon. Parce que, vous savez, ce fameux établissement où une professeure documentaliste, etc. Mais, je ne veux pas faire d'amalgame, je ne suis pas de gauche. Et retrouvés au sein de leur lutte commune. Le 3 novembre 2020, le commerce est lancé. Et aussitôt fermé, puisque ce jour-là, le président de la République annonce le retour au confinement. Pas de chance. C'est vraiment pas de chance, hein. Ah mon Dieu. Nous avons manqué d'un temps précieux pour nous faire connaître. Tu m'étonnes. L'autre, ils ont mis le premier coup de peinture, ils ont acheté un petit stock de bouquins, donc des bouquins qualitatifs, hein, que les grandes œuvres féministes, et puis féministes, pas féministes, hein, féministes queer, hein, c'est autre chose encore. Hein. Soupir Juliette de Brix. Le contexte sanitaire a également sapé l'ouverture à Toulouse d'Au Bonheur des Dames, début 2021. Et au passage, le moral des co-gérantes Fatima Faradji et Marianne Vérité, anciennes fonctionnaires. Alors là, on a les surveillantes scolaires, les anciennes fonctionnaires. C'est un pléonasme, puisque les surveillantes scolaires sont aussi fonctionnaires, non ? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Les fonds de départ maigrement engraissés par des subventions régionales. Ah, parce qu'en plus, ils ont droit à du pognon, ils ont droit à des subventions. Ah, c'est beau, hein? Tardive et anecdotique. Mais pourquoi veux-tu qu'on te donne des subventions? Non permis de subsister qu'un temps. En novembre 2022, les deux femmes ouvrent une cagnotte en ligne. Nous avons levé près de 6 000 €, expose Marianne Vérité. Mais ce n'était pas assez pour constituer une réserve tangible. L'argent s'est rapidement épuisé dans les factures des fournisseurs et dans les charges écrasantes. Ah, un État sans âme qui ponctionne des pauvres rêveurs. Nous ne sommes pas une librairie de niche. Ah bah si, t'es une librairie de niche, excuse-moi, hein. Tous les profils peuvent venir piocher parmi une large sélection. Ah la blague. Une différence de taille distingue les deux enseignes. La boutique Occitane parie sur un catalogue resserré autour du lesbianisme. Là aussi, ouvrage sur le lesbianisme. À la limite, ça serait une librairie en ligne. Là, tu peux toucher un public assez large. Donc, si tu as une librairie physique, pourquoi pas, mais il faut que tu aies aussi une librairie en ligne pour proposer les bouquins, là, pourquoi pas. Mais avoir un truc physique, peut-être, il y en a une qui peut survivre dans une ville de plus de 300 000 habitants, mais encore en faisant des activités annexes. Donc, des signatures, des séances de signatures, etc. Mais bon, c'est pas à moi de sauver leur business, mais il y a un minimum de travail à faire. Et puis, comme je l'ai dit, tu fais une étude de marché. On dirait que ce sont des enfants, quoi. C'est un parti pris assumé, insiste Fatima Faradji. Bah oui, un parti pris d'aller dans le mur. La démarche est volontairement singulière pour nous permettre de démarquer. Bah oui, ouvrir un truc qui va se casser la gueule. Nous véhiculons un engagement LGBT+ radical qui nous ressemble. Bah oui. Bah ouais, mais vos clients sont peut-être pas assez nombreux à être LGBT+ radical. Le magasin d'Annabelle Chauvet et Juliette de Brix, nous y revenons, celles qui ont 80 000 boules de pertes, lui est généraliste. Généraliste, voilà, vous voyez pas mon visage, hein, vous voyez ma mascotte, mais je fais un rictus du genre généraliste, j'ai des doutes. Hein. Mais opère un tri des auteurs et autrices au peigne fin. On est généraliste, mais on fait un tri dans les auteurs et autrices. Donc, si c'est contre les poils sous les bras, si ça dit des vilaines choses sur les dames, déjà, un bouquin comme le bonheur la chambre des dames pourrait pas y être.
pourtant, c'est un truc hyper féministe. Je sais pas si vous connaissez ce bouquin. C'est un pamphlet pour l'acceptation, pour le partage des tâches qui se situe à l'époque médiévale, qui était une période, contrairement à ce que l'on peut croire et dire, qui n'était pas une période arriérée. On se lavait le cul et les femmes avaient leur place dans la société. Mais bon, cela est une dégression qui ne me ressemble pas. Oublions pas qu'on est dans la promptitude, le petit blanc sec, le bras sur le zinc, et qu'on fait pas dans le lettré. Donc, le magasin d'Annabelle Chauvet et Juliette Desbrix, lui, est généraliste, mais opère un tri des auteurs et autrices à Pengfa. La ligne éditoriale la plus courante, oh tu me fais peur, seuls sont vendus les ouvrages Friendly, ouais bien sûr, qui portent ou tournent autour de questions féministes et LGBTQ+. Alors, on peut pas être féministe si on n'est pas LGBTQ machin bidule. C'est marrant. Moi, je connais des chiennes de garde féministes à fond, mais les problématiques LGBTQ mon cul, ils s'en foutent. Alors, est-ce que y aurait pas une scission véritable même dans ces mouvements-là, quoi? Ce qui ne veut pas dire qu'on se prive d'une partie du lectorat, défend Juliette Desbrix. Bah, si une personne ne se sent pas la bienvenue, ça va être compliqué. Nous ne sommes pas une librairie de niche. Tous les profils peuvent venir piocher parmi une large sélection. Une large sélection, mais limitée à un truc très particulier. Donc, en fait, ils nous disent un truc et la réalité des choses est le contraire. La lutte des féministes est une lutte globale qui repose sur des ressources variées. Ouais, bien sûr. Ah, ça y est, le misérabilisme arrive. Féminisme washing. Varié certes, mais à la fois limité et plébiscité par un grand nombre de libraires. À Lille, Zoazic Courbet tient l'affranchi depuis 7 ans. D'abord spécialisée dans les arts du spectacle, sa librairie s'est ouverte à la question des femmes et des genres en 2017. Une double identité qui ne fait pas paratonnerre. Comme son homologue parisienne, elle a des dettes. Ses fournisseurs lui réclament 10 000 euros. Mais bon, là, a priori, elle est toujours spécialisée dans les arts du spectacle. Donc, elle a une double casquette. Donc, économiquement parlant, c'est peut-être plus supportable. Pour joindre les deux bouts, Soisic Courbet multiplie les mois de disette, mais fréquemment pose les versements de son salaire. On ne peut pas être engagé et gagner de l'argent, siffle-t-elle. D'autant plus que le capitalisme s'empare de nos luttes, qui sont tendances donc profitables. Nous ne sommes pas dupes. C'est une chance de pouvoir vendre des autrices comme Mona Choyet, qui produisent des best-sellers essentiels à la cause. Le hic, c'est que Sorcière est accessible partout, pas uniquement auprès des structures radicales. Bah ouais, s'il y a un best-seller, il va se vendre sur Amazon, il va se vendre à la Fnac, il va se vendre dans les grandes surfaces qui ont et surtout moins cher que chez vous. Bah oui, c'est triste à dire, mais c'est pas avec ces ouvrages-là que vous allez faire des ventes. Au téléphone, la gérante de l'affranchi, tire à boulet rouge sur le féminisme washing. Comprendre la récupération de la cause des femmes par les entreprises du livre. Selon les données de Livre Hebdo, extraites d'une analyse statistique d'Electrad Data Service EDS, la production éditoriale de non-fiction consacrée aux femmes a bondi de 15%. Attention, reculez-vous. Les non-fictions consacrées aux femmes bondissent. Protégez vos yeux. Et cela entre 2017 et 2020. Particulièrement dans le domaine de la santé, du bien-être et de l'ésotérisme. Oh, comme c'est étonnant. Plus ou moins 72% en 3 ans. Effectivement, c'est un beau gap. Et en jeunesse, plus 44%. Il ne faut pas se leurrer, nuance Soisic Courbet. C'est avant tout une stratégie économique éditoriale. Beaucoup de librairies se saisissent de l'appel d'air féministe. Si le syndicat de la librairie française est incapable d'estimer le nombre d'enseignes indépendants à appétence féministe, on ne sait même pas combien précisément il y a de librairies indépendantes en France, justifie Guillaume Husson, délégué général.
Les éditions des femmes, maison créée par Antoinette Fouque en 73, en dénombrent peu ou prou une quarantaine. Ça n'est pas lourd. Bien plus nombreux sont les magasins qui commercialisent des auteurs et des autrices féminines. Oh, comme c'est beau, regardez, hein, c'est beau. Hein. Ah, c'est des couleurs pastel, des livres bien rangés, pas de poussière, avec des belles étiquettes comme à la Fnac, féminisme, sciences humaines, beaux-arts. Et puis peut-être quelques sièges, une petite tasse de thé peut-être. Installez-vous madame, lisez donc un peu, ça vous verrez si vous décidez. Oh, je reviendrai un autre jour pour essayer. Vous avez du wifi ici? Non. Ah, bah, on reviendra. En janvier 2015, les éditions Cambourakis accouchent de la collection Sorcière, dont Sandrine Rousseau en est folle, puisqu'elle en a parlé il y a quelques mois. L'effet du binôme Frédéric et Isabelle Cambourakis, le frère voulant ouvrir son catalogue aux sciences humaines. Sciences humaines. Faites-moi pas rire. La sœur chercheuse en histoire des luttes et des mouvements sociaux. Non mais... Bonjour. Sur ses CV, elle écrit, mon CV, je suis chercheuse en histoire des luttes et des mouvements sociaux. À part dans l'associatif, elle va trouver du boulot. Nourrissent l'envie d'éditer des textes féministes sur des thématiques encore peu présentes en France. En creusant le filon des revues universitaires états-uniennes, elles repellent Bell Hook et Starhawk, respectivement théoriciennes du black féminisme, ah bah tiens, il nous les manquait, et activistes écoféministes, ah bah tiens, il nous les manquait aussi. Sorcière est désormais garnie de plus d'une cinquantaine de livres. Par ailleurs, les 3 autres collections littérature BD jeunesse portent également des auteurs et autrices sensibles à la cause. Ah, c'est beau. Au-delà des plateformes numériques, Fnac et Amazon, la maison compte parmi ses meilleurs clients des libraires généralistes sans visée militante particulière. Moya, Éminence Bordelaise, Terra Nova et Ombre Blanche à Toulouse, Filigrane et Tropisme en Belgique. Le Merle Moqueur à Paris. En fin de compte, la liste est équilibrée, juge Laura Novaro, chargée de communication pour Cambourakis. Sur les 10 premiers commerces qu'ils distribuent, 5 sont généralistes et cultivent un engagement fort. Ah bah tu m'étonnes. Et plus l'engagement est fort, moins le public est présent, moins le tiroir caisse se remplit en général. C'est problématique. Les 5 autres proposent des bouquins féministes, entre autres choses. Ce qui me semble être beaucoup plus équilibré. Et il y a aussi de bons libraires au sein de ce deuxième groupe qui défendent bien notre catalogue de sciences humaines. Sciences humaines. Ah, ils me font toujours rire. Hein, ah, mon Dieu. Un bouquin à 20 €, c'est déjà un budget pour une partie des lecteurs. Bah ouais, 20 balles, 20 billes, c'est du pognon. Didier Grevel, délégué général de l'association de développement de la librairie de création, qui délivre des subventions occasionnelles, tiens, les subventions, le retour, sévit. Ces nouvelles librairies militantes parient sur des clivages. C'est se priver de public et se compliquer la tâche. C'est ce que je pense aussi. Contrairement au marché de la bande dessinée porté par des acheteurs compulsifs, des collectionneurs et des ados de 20 à 55 ans, ou à celui des livres jeunesse, les écrits féministes sont peu abondants au sein de l'offre globale. Et surtout, s'ils sont peu abondants, c'est que la demande n'est pas non plus énorme. Ainsi, les éditions des femmes, pionnières en la matière, comptent quelques 700 titres depuis leur création, il y a 50 ans. C'est pas lourd, répartis en une dizaine de collections. Quant au public, il y a bien des profils hétéroclites, commente Juliette Delin, co-gérante de l'enseigne parisienne Majot. Mais ils sont relativement jeunes et précaires. Un bouquin à 20 €, c'est déjà un budget pour une partie d'entre eux. Soisy Courbet acquiesce, sa clientèle queer est composée d'étudiants précaires. Le contexte économique n'aide en rien, les gens sont à sec. Ah bah ouais, non mais bon... Et en plus, ces étudiants précaires vont grandir, ils vont devenir des gens qui vont travailler, donc ils vont arrêter de s'intéresser à vous, donc vous ne pourrez même pas les garder dans le temps. Contrainte de marché, le militantisme assumé est difficilement rentable. Oh, comme c'est étonnant. À quel point? Au point où ce n'est plus possible. Regrette Marianne Vérité, l'une des 2 gérantes d'Au Bonheur des Dames à Toulouse. La différence entre nos charges et nos chiffres d'affaires nous permet à tout juste de rémunérer l'une d'entre nous. Alors, les 2 femmes triment. Elles empilent les boulots, s'épuisent à la tâche. Fatima Ferreggi désespère. Nos soucis financiers ont complètement bouleversé notre projet de départ. On voulait vivre la chose à 2, on ne peut plus tenir.
Elles ont finalement opté pour la mise en vente du fonds de commerce. Ah, il va pas vouloir cher le fonds de commerce. Hein. C'est le piège du magasin que l'on gère comme un lieu idéologique, rétorque Didier Grévec. Ces gens imaginent des projets de vie, mais se heurtent à des contraintes de marché. C'est ce que je vous disais aussi. En parallèle, à Paris, un livre et une tasse de thé gravit doucement les paliers fixés par son appel à l'aide en ligne et s'approche de la somme solution convoitée, à 55 000 euros. Donc, ils vont collecter 80 000 euros et dans 2 ans, ça sera rebolote parce que leur projet, s'ils ne le changent pas de façon massive, c'est un échec assuré. Il y a la place pour une librairie comme ça à Paris, pas 50. Annabelle Chauvet et Juliette Debrix estiment pouvoir repasser commande auprès de leurs fournisseurs. 15 000 de plus et elles seront délestées de l'entièreté de leurs dettes. L'avantage du crowdfunding, c'est que l'argent navigue du site vers notre trésorerie en peu de clics, avance le duo. C'est une aide immédiate. Nous tenons grâce à notre communauté. Ouais, après, il y a les impôts et tout ça. Elles avaient déjà fait un appel à leurs followers au moment de monter le projet. L'objectif des 10 000 euros avait été franchi et dépassé. Donc en fait, ils vivent sous perfusion. Je ne sais pas si vous êtes entrepreneur, mais ça veut dire que là, ils auront collecté pour leur projet 90 000 euros au final, s'ils arrivent à atteindre ou s'ils ont atteint leur... Et ils vivent pas, ou alors ils mangent la boîte, en fait, ils font pas comme les autres dont on a parlé, qu'il y en a qu'une des deux qui peut en vivre. Elle veut vivre un truc. Donc en fait, elles utilisent leur communauté, bon, qui sont a priori des gens richement dotés, parce qu'il faut les lâcher, les 80 patates. Si la pérennité des enseignes spécialisées n'est pas garantie, la littérature féministe, elle, affiche une santé de fer. Rien qu'en 2018, dernière année de chiffres disponibles, 403 maisons d'édition ont publié au moins un titre consacré aux femmes. C'est rapporte le livre hebdo près de 70 de plus que l'année précédente. Bah, c'est normal. Mais dans ces statistiques, déjà, tu peux dire que la moitié, c'est des livres érotiques, type les saloperies qu'on a sur Internet. C'est ils ont fait des séries, là, des films, je me souviens plus des noms. C'est avec le mec, le patron qui fouette sa copine, tu sais, des trucs SM. Il y a des trucs comme ça et c'est de la littérature féminine aussi, hein, et qui consacrée aux femmes. Hein. Donc ça est autre chose. Bon, si cette petite pastille qui est très longue, pratiquement 30 minutes, mon Dieu, il va falloir que je mette ça sur la chaîne secondaire, vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commentez. Ah, si vous êtes j'allais dire que si vous êtes communiste, si vous êtes féministe, pensez-vous que ce type de projet est intéressant? Est-ce que vous allez chercher vos livres si vous êtes engagé dans des petites librairies de ce type-là? Hein? Bah bon, on en discute en commentaire et on se dit à très vite.